Bonjour Charmel, comment allez-vous? Bonjour Absana, je vais très bien. Et Absana, super très bien. Mieux quand je vous vois. Ravi de vous voir dans la demeure de la lumière. Oui. Alors, tout le monde vous connaît, tous les enfants solaires vous connaissent. Oui. Moi, on ne me connaît pas. Raison pour laquelle je souhaite me présenter. Alors, je m'appelle Philet Jérémy. Et la raison principale pour laquelle je suis là, c'est que je suis un grand passionné. Je suis un grand passionné des sciences de l'univers. D'accord. Je suis passionné d'astrophysique, de cosmologie. Vous êtes scientifique alors? Oui. Donc, astrophysique, cosmologie, là on parle de l'infiniment grand. Tout à fait. Mais je suis aussi passionné par l'infiniment petit, qui est la mécanique quantique, la physique quantique. Et vous savez, qu'est-ce qui m'amène à vous poser des questions, à vous interviewer? C'est que dans vos vidéos, dans vos conférences, j'ai constaté qu'il y avait une espèce de convergence assez intéressante entre vos idées, ce que vous dites, et certaines théories scientifiques. Et donc, ça m'a paru intéressant. Donc, j'ai voulu en savoir plus. J'ai constaté que vous abordez une certaine problématique très spécifique à l'astrophysique, à la cosmologie. Par exemple, vous parlez parfois de matière noire, d'énergie noire, vous parlez de champs, de mix dans vos conférences. Et pour moi, ça a attiré mon attention, et il y a des choses que vous dites que nous, scientifiques, nous considérons comme des épineux problèmes. Nous considérons comme des mystères très profonds de la cosmologie moderne, des choses qu'on n'arrive pas à résoudre et qui suscitent des polémiques, des divergences d'opinion dans la communauté scientifique. Vous avez une facilité à solutionner tout ça. Donc ça m'a un peu perturbé, on va dire, plutôt intrigué, et raison pour laquelle j'ai souhaité vous poser des questions. Alors ma première question concerne en fait un thème qui vous tient à cœur, à savoir les adamantines. Oui. Alors, pourriez-vous nous expliquer ce que sont les adamantines, leur rôle, leur fonction, à quoi elles servent, leur rôle dans la vie humaine, dans la vie de tous les jours? Mais déjà, il faut savoir, déjà je vous remercie de cette attention, puisque il faut que vous sachiez que j'ai essayé de joindre quand même pas mal de scientifiques, et aucun n'a daigné répondre. Donc là, j'ai juste laissé faire les choses, et on dirait qu'il y a un être supérieur qui a tapé sur la tête de quelqu'un et qui lui a dit « Allez, il faut aller là ». En tout cas, je vous remercie d'être là. Votre démarche m'honore vraiment, et vous honore aussi, dans ce sens. Dans ce sens que, pour moi,
la spiritualité est une science. D'accord. Ce qui n'est pas le cas peut-être de tout le monde. Moi, je ne pense pas que la spiritualité soit quelque chose qui n'est pas vérifiable. J'ai toujours été, on peut dire, un scientifique spirituel dans l'âme. J'aime les choses qui peuvent être vérifiables. Sinon, je n'y crois pas. Le monde invisible depuis mon enfance, j'ai toujours côtoyé le monde invisible, ma grand-mère étant un grand chaman. Donc, le monde invisible, je l'ai côtoyé. Cependant, on ne peut pas dire à une personne, eh bien, vous voyez, là, il y a un être. La personne a fait, d'accord, donc je dois vous croire sur parole. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Et donc, pour moi, ça a toujours été une problématique qui m'a toujours gênée, dérangée, dans le fait que ce que je dis, je veux que les gens le voient. Tout à fait. Que les gens soient conscients que ce que je vois, ben, c'est là. Eh bien, j'ai eu la chance que mes vœux se réalisent et qu'aujourd'hui, lorsque je dis à quelqu'un, vous voyez, je sens quelque chose là, quand on prend photo, on va voir la chose. Réellement, c'est déjà arrivé ici plusieurs fois. Donc, pour moi, c'est scientifique, c'est prouvé, pour moi c'est ça. C'est pas des théories. Pour moi, la vraie science, ce n'est pas la théorie. Pour moi, la vraie science, c'est ce qui peut être vérifiable. Tout à fait, oui. Ce qu'on peut voir, que ce soit invisible ou non. Oui. Mais qu'on le voit. D'accord. Voilà, donc, si je reviens à votre question, c'est qu'est-ce que c'est que le champ adamantique? Oui, qu'est-ce que sont les adamantines? Que sont les adamantiques? Leur rôle, leur fonction et à quoi ça sert? Surtout, qu'est-ce que les humains en font? Mais les adamantines sont, je dirais, des nanoparticules. D'accord. D'accord? Ce que vous appelez des nanoparticules, c'est-à-dire que pour moi, ce sont des particules totalement invisibles à l'œil nu. D'accord. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut quantifier, qu'on peut qualifier à première vue. D'accord. D'accord? Et il y a quelque chose qui s'appelle le médium. Oui. Le médium, c'est ce que vous pouvez appeler en quelque sorte l'énergie noire et non pas la matière noire. D'accord. Attention, il y a une différence. Oui. L'énergie noire. Donc, cette énergie noire a une source. Et l'énergie noire, moi, je vais vous décrire ce que c'est. D'accord? On dit noir, mais ce n'est pas noir en réalité. C'est transparent. D'accord? Donc, c'est un espace, on peut dire, c'est un espace totalement transparent que personne ne peut voir. Et pourtant, dans cet espace se meuvent des choses incroyables comme les mémoires du temps et de l'espace. Donc, si on doit parler de l'énergie noire, il y a plusieurs étapes dans l'énergie noire. Disons, plusieurs plans. Il y a les plans qui se rapprochent plus de nous, d'où on va voir des phénomènes qui vont s'élever de ça, par exemple, si on prend le corps humain. Le corps humain est formé de ce qu'on appelle l'ectoplasme. D'accord? L'ectoplasme est je ne dirais pas une dérivée, parce que ça rabaisse trop, mais c'est une particularité de l'énergie noire. C'est pour cela d'ailleurs que l'homme est pareil à l'univers. D'accord? C'est pour cela et que l'homme est un miroir. Parce que justement, la matière qui forme l'homme, cette matière-là, est un miroir, est transparente, comme je viens de le dire. Donc, l'énergie noire. Maintenant, si on prend cette énergie noire et qu'on va jusqu'au bout, on va voir ce que les gens peuvent appeler le vide ou carrément le néant. D'accord? On va parler du néant. Dans ce néant-là, il n'y a pas de lumière. D'accord? Mais ce n'est pas noir non plus. On peut penser que c'est noir. Non, ce n'est pas noir. Là, nous sommes aux origines de ce qu'on peut appeler Dieu. Donc, le médium. Et pourtant, lorsque nous sortons de ça et que nous arrivons au-dessus du médium, c'est tout noir, mais noir tellement noir que ça fait noir vert, vert intense comme de la chlorophylle, mais très intense. D'accord? Maintenant, si on se soulève en bas dessus, on a la couleur bleue, noir bleuté, bleu, 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 très profond. D'accord? Et là, à partir de ce bleu,
nous avons alors ce que vous pouvez appeler l'énergie noire, que nous connaissons qui peut former le corps. Donc c'est là où commence la formation de ce que vous appelez la matière noire. Ok, d'accord, très bien. Mais est-ce que cette énergie noire, l'obscurité dont vous parlez, contient un potentiel? Ah, mais bien sûr. Un potentiel créateur. Ah, mais complètement. Parce qu'à la base, il faut savoir qu'à la base, ce que vous appelez Dieu est un potentiel unique. Oui, oui. Un potentiel unique. Ensuite, c'est comme une respiration. Lorsqu'on inspire, tout est dedans. Oui. D'accord? Lorsqu'on expire, on va trouver le deuxième potentiel dont je parle, qui est au-dessus de l'unicité. D'accord. Dans celui-là qui est au-dessus, va contenir, on peut dire, tous les potentiels créatrices, mais encore à un niveau que l'homme ne peut pas voir ni atteindre, ni aucune machine, rien ne peut atteindre. D'accord? Donc, de là, c'est comme un passoire avec plusieurs étages. De là, on va voir s'élever les mémoires plus grossières. Là, on est dans les bleus. On est dans les bleus profonds. D'accord? Dans ce bleu profond, on va avoir maintenant les potentiels, ce que vous appelez les particules adamantines. D'accord, voilà. Donc, si je résume ce que vous avez dit, les particules adamantines, effectivement, on pourrait les appeler les particules divines. Voilà, c'est des ici de la source. Tout à fait. Et donc, si je comprends bien, elles ne sont pas mesurables. Elles ne sont pas des paramètres mesurables. Absolument on ne peut pas les localiser dans un endroit fini. Je vais dire, comme on fait, par exemple, au CERN, au Centre européen de recherche nucléaire, on peut avoir connaissance de certains paramètres des particules. Je suis d'accord. Calculer leur vitesse, leur position à un moment donné. On ne peut pas faire les deux en même temps pour des raisons de mécanique quantique. Mais en fait, vous savez quoi? Ce que dont les adamantines, comment je vois ça, moi? Mais je n'ai pas fini. Hein. Ah, excusez-moi. Ah, je n'ai pas fini. Oui. Parce qu'en fait, je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Qualifiable, quantifiable, d'accord? Mesurable. Ok. Vous savez que lorsqu'une particule, comme une adamantine, pénètre l'atmosphère, donc l'atmosphère, ce que nous appelons la matière, elle est chargée. Donc, elle n'est plus pure. Donc, comment est-ce que, dans quelque chose qui n'est plus pur, vous allez pouvoir dire, déterminer que ça, c'est l'adamantine pure? Impossible. Étant donné que l'adamantine pure n'est pas mesurable. Mais dès lors qu'il est chargé d'autres particules, elle devient mesurable. Puisque là, il se charge, elle se charge. C'est un peu contaminé au passage. Ben oui, mais justement, c'est justement ce qui fait que je disais tout à l'heure que ce n'est pas mesurable dans le sens où, dès l'instant où ce n'est pas encore contaminé. Parce que ça ne contient rien, rien n'est palpable. C'est comme si vous me dites maintenant qu'on peut mesurer l'air. En fait, attendez, c'est comme si la particule adamantine, pour pouvoir être éventuellement mesurable, devait se densifier dans la matière. Mais c'est ça. Autrement dit, de se contaminer. Mais c'est ça. Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce qu'elle doit porter justement la charge de la matière pour pouvoir être vue déjà, pour pouvoir être attrapée si on peut, et mesurer si on peut. Mais ce qu'on mesure en réalité, c'est la plus grosse partie matérielle. Ah oui, ouais. Ce qui n'est pas la vraie. Ce qui n'est pas la vraie. Ce qui n'est pas l'essence. Exactement. Mais vous savez, est-ce qu'on peut imaginer, moi j'aime bien faire des hypothèses, vous Bien savez, sûr. est-ce qu'on peut imaginer, en vertu de ce que vous décrivez, est-ce qu'on peut imaginer dans un futur proche ou lointain, on puisse maîtriser cette technologie de la possession des adamantines pures? Ça peut arriver dès l'instant où l'homme change de peau. D'accord. C'est-à-dire que l'homme doit retourner à son essence, c'est-à-dire ne plus avoir cette peau-là, parce que c'est ça qui charge. Pour que cette particule puisse rentrer en interaction avec l'humain, puisque c'est le but, il faut que cette matière-là puisse changer, donc prendre la forme transparente de l'adamantine. D'accord. Là, moi, je comprends. Mais en fait, oui, j'ai une autre question par rapport à ça, qui est liée en fait. C'est est-ce que on pourrait imaginer que l'adamantine en question puisse servir on va dire, une estimation pour évaluer le degré de spiritualité de l'individu quelconque? Bien sûr. Oui. Mais totalement, moi je le fais ici. Je le fais dans le sang. Oui. Mais je veux dire, dans le futur, est-ce qu'on peut imaginer par exemple quelqu'un extérieur, quelqu'un
quelqu'un d'extérieur, de par son champ de vibration d'adamantine, on peut estimer son degré d'évolution spirituelle. Mais il faut que tout le monde le soit pour que ce soit possible. C'est-à-dire que s'il y a de la matière, ça ne va pas être possible. Il faut devenir adamantine. En tout cas, au moins faire le chemin vers l'adamantine. C'est une question de loi de correspondance. Dès lors qu'il y a loi de correspondance, tout est faisable. D'accord. Mais s'il n'y a pas de correspondance, ce n'est pas faisable. Comme par exemple, les scientifiques pouvaient mesurer le champ adamantique, vraiment pur, si eux-mêmes ne sont pas densifiés. Ah ouais. Voilà, si eux-mêmes portent par exemple ce vêtement, ce que vous appelez le corps, si le vêtement est formé uniquement d'ectoplasme, donc de l'enveloppe, de ce qui fait l'enveloppe d'un adamantine, d'une particule adamantique, si le corps est formé de ça, transparent, alors il y a loi de correspondance. Donc à partir de là, ben oui, les champs viennent tout seuls. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est exactement la loi de correspondance? La loi de correspondance, en fait, c'est... C'est une espèce de karma? Non, ce n'est pas du karma. Je vais chercher le bon angle pour pouvoir vous dire exactement. Lorsqu'on parle de loi de correspondance, c'est par exemple, si vous êtes sur un plan mental et que vous discutez avec une personne qui est sur un plan émotionnel, vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. Donc on ne voit pas d'échange. Il y aura d'échange, mais il y aura incompréhension dans l'échange. D'accord? Mais si tous les deux, vous êtes sur le même plan mental, puisque le plan mental aussi, il y a des sous-plans mentaux. Donc, si par exemple, vous êtes intellectuel, d'accord? Je suis intellectuel, on peut discuter. Un sujet vous passionne, le même sujet me passionne, on peut discuter. Mais si vous êtes passionné par l'astronomie, par la cosmologie et tout ça, et que moi je suis passionné par la cuisine, ou le balayage de la rue, ou le nettoyage de la piscine, je suis désolée, mais nous n'avons rien à nous dire. Il n'y a aucune loi de correspondance. Donc, parce que quand on va discuter de quoi? Vous allez me parler de votre ciel, moi je vais vous parler de ma piscine. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et voilà, donc la loi de correspondance, c'est la longueur d'onde qui réunit deux choses ensemble et qui fait que ces deux choses deviennent un et convergent vers une seule source. Ok, très bien. Juste pour une petite digression, je précise que je suis astronome, que j'adore la cuisine et j'aime faire le ménage. Moi aussi, alors, moi aussi. Donc en fait, tout à l'heure vous avez abordé des notions de matière noire et d'énergie noire, donc on a fait un peu preuve de digression, mais on va essayer de se recentrer pour étudier un peu plus ce que sont les adamantines. Pour l'instant, ce sera ma première série de questions, parce que je pense que c'est important. Avant de commencer, je vais dire quelque chose. Je vais un peu évoquer la notion de matière qu'il y a dans l'univers. Vous savez, la matière, tout est fait de matière. Vous, moi, ici, dehors, les étoiles, les planètes, les galaxies, l'univers est fait de matière. Et vous savez, nous, scientifiques, il y a un épineux problème qui nous intrigue, c'est qu'on a, normalement, d'après les théories, à chaque fois qu'il y a de la matière qui se produit, normalement, il aurait dû aussi avoir de l'antimatière. À chaque fabrication de matière, on doit aussi avoir fabrication d'antimatière. Lorsque l'univers a produit de la matière, symétriquement, il s'est produit aussi de l'antimatière. Donc la question est, je l'avoue, je ne vous la pose pas. C'est juste pour la mettre de côté. Où est passée l'antimatière? Où est passée les antiparticules? Parce que l'électron qui est chargé négativement a son antiparticule qui est chargé positivement, on l'appelle le positron. Le proton a son antiproton. Le neutron a son antineutron. Donc il devrait exister des antimondes, des antiterres, des antigalaxies, des anti-Asset, des anti-Jérémie, des anti-Françoise, des anti-Dieu. Ça devrait exister d'après la théorie, parce que les antiparticules surgissent en même temps que les particules. C'est une loi comme ça. Voilà. Donc je ne vous demande pas d'où est passée l'antimatière, non. En fait, là où je veux en venir, c'est donc s'il existe des particules d'adamantine, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'il pourrait ne pas exister des particules d'anti-adamantine? Mais bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
Oui. Ce que vous appelez les particules d'anti-adamantine, c'est ce qui forme votre lumière visible. Oui. D'accord? La lumière luciférienne. Parce que sachez que ce qu'on appelle l'adamantine est une lumière. Donc, tout ce qui est énergie est lumière. De toute façon, la matière elle-même est lumière. Oui. Avant de porter un voile de matière, de ce qu'on peut appeler matière. Maintenant, si vous parlez de l'anti-adamantine, mais vous êtes dedans. C'est ça qui est incroyable. Vous êtes dedans, mais c'est parce que vous ne concevez pas son côté divin. D'accord? La lumière luciférienne. Bon, on avait parlé, on avait discuté il y a quelques jours, quand vous êtes venu me rendre visite. Nous avons parlé de 3 lumières. Vous souvenez-vous? Oui, oui. La lumière christique, la lumière luciférienne et la lumière satanique. Exactement. D'accord? Donc, ces 3 lumières-là, lorsqu'on les rassemble, on trouve quoi? On va trouver la lumière adamantine à sa base. Maintenant, si on enlève la lumière christique de votre monde, il reste l'illusion pure. C'est-à-dire que tout est voilé, absolument tout est voilé. Là, je suis en train de vous montrer comment vous pouvez reconnaître l'anti-adamantine. D'accord? Donc, tout est voilé, absolument tout. L'homme ne voit rien. Il y a plein de mensonges enterrés. L'homme ne connaît pas la vérité sur son propre être. L'homme ne se voit pas. Manque de confiance, manque de ceci, manque de cela. Le manque, ce n'est pas quelque chose qui est visible, c'est la lumière. Ce manque, c'est la lumière. Alors maintenant, qu'est-ce qui va apporter la lumière? Qu'est-ce qui va faire que cette chose voilée, qu'on ne voit pas, va se voir? Ce sont les adamantines. D'accord. D'accord? Les adamantines révèlent tout. Et voilà. Alors que l'anti-adamantine couvre tout. Mais ça fonctionne, c'est dans la lumière, les choses fonctionnent comme ça. Parce que dans la matière, lorsque vous avez une antiparticule et une particule qui se rencontrent, qui vont se fusionner, vous savez qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont dégager de l'énergie. Eh bien, si l'électron rencontre son anti-électron, son positron, eh bien, ils vont produire une particule des rayons gamma. Donc, vous pensez que ça ne se produit pas? Non, je dis ça. Simplement, dans la logique matérielle, chez les scientifiques, normalement, on devrait s'attendre à des particules d'adamantine rencontrant des anti-adamantines. Si jamais ils fusionnaient, elles provoquaient une boule d'énergie. Mais c'est parce que vous voulez voir quelque chose que vous n'êtes pas capable de voir. Je suis désolée, mais c'est vraiment ça. Vous voulez voir quelque chose qui n'est pas possible. Maintenant, je vais vous montrer la preuve que ce que vous dites est possible. Prenez mon corps. Oui. D'accord? Je suis dans la matière. Là, vous me voyez, non? Comme ça, vous pouvez me toucher. Maintenant, lorsque mon corps rencontre les adamantines, donc la lumière luciférienne, rencontre les adamantines, ça donne ce que vous voyez qui sont mes corps. Or, mes corps, c'est une explosion qui remplit votre monde. Ça, je comprends très bien. Et bien voilà. Le problème, c'est que vous voulez voir, comme je dis toujours, vous voulez voir des choses clinquantes, des choses comme un supernova Mais il y a un supernova actuellement dans votre monde. Seulement, vous ne pouvez pas le vérifier comme vous pensez. Et ce supernova fait carrément éclater la matière. Mais vous ne pouvez pas le voir, puisque pour le voir, il faut une loi de correspondance. Parce qu'il n'y a pas que vos machines qui sont capables de voir. L'homme est la machine la plus extraordinaire qui permet de voir ce que aucun ferraille ne peut voir. Votre œil. Votre œil. Si alors, votre œil, cet œil-là qui est la machine la plus extraordinaire de toute la création, est capable de voir, alors vous voyez ce dont vous venez de parler. D'accord, très bien. Moi, en fait, je pense qu'il y a des gens qui seraient curieux de voir un peu en vrai les particules adamantines dont vous parlez. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une vidéo? Bien sûr, on va le voir. Ok, donc on revient sur le thème des adamantines. Oui. Alors, Maître Seth, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette vidéo?
Eh bien, cette vidéo, c'est moi. Donc, je suis couchée. Donc, c'est la nuit. Hein. Depuis 2012, lorsque ce que vous entendez dire de mes corps, donc vous me voyez au centre, mes corps, donc ce que je suis, c'est ça. Donc, les adamantines. Okay, ouais. Donc, c'est un chant, comme on dit, moi je dis le chant adamantique. D'accord, ok, très bien. Moi, quand je regarde cette vidéo, vous savez à quoi ça me fait penser? Non. Vous savez comment nous, scientifiques, pourrions-nous interpréter ceci en vertu des connaissances que nous disposons, puisque votre science spirituelle, pour nous, nous échappe. Donc, on ne peut qu'interpréter, essayer d'interpréter ce qu'on voit. Et moi, je confirme en tant que scientifique, c'est réel. Il ne s'agit pas d'une vidéo factice, il s'agit d'une vraie vidéo de vous, avec ce champ autour de vous. Donc, je me pose la question, qu'est-ce que c'est? Et dans ce que j'ai appris à l'école, à l'université, à la fac des sciences, je pourrais comparer ça à ce qu'on appelle un champ de Higgs. Un champ de Higgs, alors qu'est-ce que c'est un champ de Higgs? C'est un champ d'énergie qui baigne dans tout l'univers, tous les astres baignent dans ce champ d'énergie-là. Et ce champ d'énergie-là, il est harmonieux, il est équilibré, il est constitué de particules virtuelles. Des particules virtuelles. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des particules qui sont ensommeillées, ce sont des particules qui sont endormies. Voilà, c'est vraiment le milieu de la Belle au bois dormant. Oui. Donc ces particules-là, puisqu'ils sont endormis, ils sont virtuels, ils ne sont pas encore manifestés dans la troisième dimension, il faudra les réveiller. Oui. La question est, comment peut-on les réveiller? Et c'est là que nos scientifiques au CERN, les physiciens des particules, au CERN, au Centre européen de recherche nucléaire à Genève, ils ont un appareil qui s'appelle le LHC, qu'on appelle un collisionneur de hadrons. Ils vont faire collisionner des protons, voilà. Ils vont faire propager à une vitesse proche de celle de la lumière deux faisceaux de protons en direction diamétralement opposée dans une espèce de tube qui fait 27 km de long. Donc à une vitesse proche, atteignant la vitesse de la lumière, ces deux faisceaux de protons vont collisionner et finalement vont arriver, ils vont collisionner et dégager beaucoup d'étincelles. Ils vont frapper le vide avec une force inouïe, énorme. Donc les scientifiques n'utilisent pas le mot cogner, frapper le vide, ils vont dire excitation du vide. Donc il s'agit du vide quantique. On parle d'excitation du vide quantique. Et à ce moment-là, il y a des phénomènes qui vont se faire. Il y a des particules qui vont se manifester. Des particules inconnues, vous ne connaissez pas encore. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a découvert le fameux boson de Higgs. Donc, de nouvelles particules vont apparaître, se manifester dans la réalité 3D. Voilà. Donc, en fait, c'est à ce à quoi ça me fait penser. Donc, au vu de ces réflexions, j'ai envie de vous poser la question suivante. Puisque les physiciens ils ont dépensé environ 4 milliards de dollars pour construire le LHC, pour construire le Centre européen de recherche nucléaire à Genève. Vous n'avez pas eu besoin de tant d'argent, vous le faites comme ça au tac au tac avec votre pensée, vous créez tout simplement ce dont vous avez envie de créer, tout simplement. L'intensité de votre pouvoir d'intention est très supérieure à la nôtre. Vous avez une capacité à créer des choses, un pouvoir créateur qui est incroyable. En fait, là où je veux en venir, c'est que de la même façon que les physiciens créent la matière en faisant collisionner des protons dans le champ de Higgs, est-ce qu'il n'est pas possible pour nous, humains, mortels, de par notre pensée créateur, de créer des choses, de par le pouvoir de l'intention de créer des choses plus ou moins à long terme en fonction de notre évolution spirituelle? Qu'en pensez-vous? Oui, à long terme, bien sûr que vous pouvez. Est-ce que ce sont pas... En fait, la pensée, c'est une énergie, non? Oui, la pensée est une énergie. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas possible d'impacter le champ de Higgs? Mais bien sûr, mais comment vous pouvez impacter un champ, encore une fois, où il n'y a pas de loi de correspondance? Tout l'univers est régi par une loi de correspondance. Pourtant, nos désirs se réalisent à un moment donné. Oui, mais vos désirs sont un plan prédestiné à être réalisé suivant ce que vous avez été, suivant votre cheminement. C'est comme si vous me dites maintenant que vous allez en Antarctique, d'accord? Que vous avez fait le projet d'aller en Antarctique, oui, et que vous êtes chez vous et que vous vous dites, ah non, je vais aller plutôt en Afrique. D'accord, je vais aller en Afrique du Sud, oui, et de là-bas, j'ai mets l'intention de me retrouver en Antarctique. Okay. Ça n'a pas de sens. Vous devez vous mettre en route, oui, vers l'Antarctique pour que ça puisse fonctionner.
Même à mi-chemin, vous n'y êtes toujours pas. Peu importe vos intentions. D'accord. Par contre, si vous êtes déjà sur le chemin de l'Antarctique, vous avez plus de chances d'y arriver en Antarctique et non pas en Afrique. Ok, d'accord. Bon, ok, d'accord. Mais en supposant, Oui. je souhaite donner plus de force Mhm. à ce pouvoir de créateur, à ce pouvoir d'intention. Mhm. Est-ce que, par exemple, nous sommes à 7 milliards d'individus? Oui. Je prends juste une hypothèse. Oui. Supposons que les 7 milliards d'individus que nous sommes Mhm. parvenaient, collectivement, penser à la même chose. Ah oui, c'est différent. Puisque c'est la pensée de la majorité l'emporte toujours. Ah, d'accord. Et dans ce cas-là, oui, vous pouvez impacter la matière. Mais je dis bien la matière. Je ne parle pas ici du champ de Higgs. Ah oui. Ah non, 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 non. Je parle de la matière. Moi, le champ de Higgs, c'est ce que je suis. C'est pour cela que mes pouvoirs, ou bien mes conditions pas de créer, mais de manifester les choses sont là. C'est parce que ce n'est pas mes pensées qui font ça. C'est moi, c'est mon corps. Oui. D'accord? C'est ce que je suis en réalité. Et projeté dans votre monde, vous me voyez comme vous. C'est la différence. D'accord. Maintenant, si l'homme veut aussi devenir ça, il a le pouvoir. Mais ce pouvoir-là lui demande de transcender sa nature humaine pour pouvoir atteindre un corps comme celui-ci, en enlevant, en transformant, en transcendant ce corps-ci, dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'ectoplasme. Oui. Eh bien, il est là. La lumière dans le corps. Vous le savez, vous êtes scientifique, que le corps est formé de particules de lumière. Oui. Vous êtes que lumière. Donc, vous avez déjà le potentiel adamantique qui est en vous comme toute chose, comme l'univers, comme toute chose. D'accord? Oui, mais il faut travailler à transcender l'illusion. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'on prenait que les scientifiques du CERN, c'est oui, ça, hein, c'est ça, oui. prenaient deux particules, Oui. deux protons, Oui. et les faisaient se collisionner. Oui. C'est ça? Et là, ça va frapper le vide. Mais c'est quoi le vide? Le vide, il est en vous aussi. Vous êtes le vide. Donc, il faut exciter. Lorsque je parle de transcender, Oui. il faut exciter vos corps, votre propre corps, ni sexuellement, ni quoi que ce soit, mais en travaillant les vertus, Oui. en travaillant toutes ces choses-là, qui va faire que vous allez transcender la matière. Donc, c'est-à-dire que vous allez enlever tout ce qui encombre le vide, tout ce qui voile ce vide. Et c'est comme ça que vous allez l'exciter, et c'est là où votre corps va faire comme un supernova, d'accord, et libérer. C'est la même chose. D'accord. Juste, je précise que le mot supernova pour nous scientifiques, Oui. c'est une explosion d'étoiles. Hein. Mais c'est exactement ce que je dis. D'accord. Ok, donc en fait, à la lumière de votre réflexion, je vois un peu, j'espère que la vidéo est visible de tous, Voilà. ce champ d'adamantine Oui. qui, moi, j'interprétais étant comme un champ de Higgs. Mhm. Et je peux rajouter juste que, en fait, c'est l'interaction, ce qui va créer, ce qui va donner une masse aux particules, donc ce que je dis là est entièrement physique, hein, Mhm. ce qui va donner une masse aux particules, c'est le fait c'est l'interaction de ce champ de Higgs va interagir avec la particule en question. Mhm. Si une particule réagit de manière dense avec le champ de Higgs, la particule aura une masse importante. Si une particule réagit de manière légère, très peu avec ce champ de Higgs, la particule aura une masse légère. Voilà, c'est comme ça. Donc en fait, ce qui explique que la masse, c'est une fonction, c'est un paramètre secondaire du champ de Higgs. C'est pas quelque chose, c'est pas une propriété intrinsèque, contrairement à ce qu'on croyait. Donc c'était juste une parenthèse. Donc à la lumière de ces réflexions-là, je pense que tout le monde a compris à peu près ce que c'est les adamantines. Donc on va changer de sujet. D'accord. On va essayer d'aborder le phénomène de matière noire, D'accord. d'énergie noire. Mhm. Donc on peut peut-être remettre la lumière.
gens n'ont aucune idée.
Dieu. Il est du devoir de chaque être humain de cette terre de reconnaître son Créateur, celui qui lui donne le souffle de vie de chaque instant. Dieu est une femme et elle est noire. J'invite ceux qui n'ont pas Dieu pour voir à faire un petit effort. Ceux qui n'ont pas d'oreilles pour entendre aussi. Si le désir de comprendre et de connaître la vérité les habite. Quant à ceux à qui la compréhension manque, c'est une question de point de vue et de croyance. Pour ces trois catégories de personnes, la dogmatisation des vérités est un lourd fardeau pour l'âme qui cesse d'évoluer et tourne en rond dans la ronde des incarnations jusqu'à se noyer sous l'influence de la matière, le tombeau. Il est alors nécessaire pour chaque humain de renaître à nouveau, de renaître une deuxième fois et ensuite une troisième fois avant de commencer à appréhender ce que vous nommez Dieu. Car non, il ne s'agit bien évidemment pas de penser à ce Dieu-là, qui se fait homme, mais à Dieu qui est un, l'unicité. Car pour les dormeurs et croyants du dogme établi, l'entité que vous nommez Dieu, oui, peut prendre forme dans la matière, mais ce qui est éternel, insondable, innommable et incompréhensible, voire inconcevable à l'homme, c'est que Dieu est aussi Dieu, les deux ne faisant qu'un, une fois réunis. Pour ceux qui se posent la question du pourquoi ce Dieu-là a créé la dualité, car sans potentiel de dualité créée, la dualité ne peut pas exister. Puisque cette dualité qui est la pierre angulaire de l'expansion de la conscience, car cette dualité qui est la pierre angulaire de l'expansion de la conscience, c'est à l'humain de s'aligner car c'est cette dualité qui est la pierre angulaire de l'expansion de la conscience une. C'est à l'humain de s'aligner sur la présence et ainsi voir en lui Dieu. La réponse est devant vous. Le tout est de comprendre le rôle de chaque assertion. Dieu se fait Dieu et le tout est un. Apsana.